On fait un petit voyage dans le temps. En 15 secondes, nous sommes passés de 2022 à 2051. Bienvenue sur BX1. Pour cet ouvrage, en fait, Vision d'un monde meilleur. Et nous avons avec nous donc Brice Leblé-Vennec qui en est l'auteur. Bonjour tout d'abord. Et dans cet ouvrage, en fait, vous avez décidé d'expliquer à quoi pourrait ressembler notre monde donc en 2051. Alors, il y a des choses qui sont vraisemblables puisque vous vous basez sur vraiment la science. Et puis plus on avance dans cet ouvrage, plus on arrive sur des sujets qui sont un peu plus une vision complète d'un autre monde. Dont on peut se réjouir ou pas forcément. Mais ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous avez fait 30 fiches thématiques. Alors déjà, comment vous avez choisi ces thèmes qui sont très différents? On parle beaucoup d'écologie, de médecine, d'énergie, évidemment. Mais voilà, comment vous avez fait ce choix? Alors, je n'ai pas écrit ce livre seul, mais avec plus de 50 consultants de chez Imakina. On est 1300 personnes et on a fait un appel à idées. On leur a exposé l'idée, le projet, et ils ont envoyé des contributions. Ensuite, à peu près 6 personnes ont rédigé les articles qui sont sur 30 chapitres. Alors, les 30 chapitres sont en fait la synthèse de toutes les idées des gens. Et puis, j'en ai rajouté une dizaine qui n'étaient pas dans les idées des gens d'Imakina, mais après, on a développé article par article. Et chaque article commence par une fiction, donc vraiment de la science-fiction, par une petite histoire, et puis après on explique notre vision du potentiel futur, et puis après il y a une démonstration, une rationalisation avec tous les liens, toutes les démonstrations vers les brevets, les white papers, les prototypes qui démontrent que ceci est plausible. Et tous les articles sont sur ce que j'appelle l'échelle de science à fiction, et qui va donc de science en passant par disruption, innovation, vision et fiction. Alors c'est vrai que par moments, quand on arrive notamment dans les derniers chapitres, on a un petit peu l'impression parfois de voir des séries américaines, notamment, on pourrait penser un peu à ça. Enfin, on est vraiment plus dans la science-fiction. Alors, la série britannique Black Mirror, par exemple, oui, voilà, a beaucoup marqué les gens chez Imakina. Oui. Et pas mal d'idées sont revenues, mais 10 ou 20 fois la même idée, inspirée de Black Mirror. Mais cela dit, ici, on a vraiment développé des sujets sur un axe très simple. Je vais le résumer. La croyance que nous avons, c'est que le monde dans lequel nous sommes entrés, et nous sommes confrontés à des problèmes certains que nous avons causés, d'autres qui viennent de la croissance démographique, par exemple. Et notre démarche, c'est qu'il est possible de les résoudre en utilisant le progrès scientifique, la démarche scientifique et l'ingéniosité de l'homme, et qu'il ne faut pas renoncer à chercher. Et les grandes problématiques que nous traitons, c'est l'alimentation. Comment va-t-on fournir assez d'aliments pour 9 milliards d'êtres humains? C'est le transport. La mobilité dans les villes doit changer, et on est en train de le faire à Bruxelles, mais on passe au niveau planétaire. C'est l'énergie. Comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Quelles sont les solutions pour ne plus utiliser du charbon, comme on est en train de refaire? Arrêter d'utiliser les énergies fossiles, le gaz et le pétrole. Voilà. Donc on traite 30 sujets. Alors dedans, il y a des sujets plus légers, comme la sexualité, oui, il donne pas le trop voyage envie, dans l'espace. mais Non, celui-là a été rédigé par une des 3 équipes. Donc il y a 3 équipes qui ont rédigé. Moi, j'ai rédigé avec une copywriter sud-africaine qui s'appelle Joanie, qui est vraiment géniale, qui n'est pas du tout technique, mais qui écrit très bien. Donc on a vraiment travaillé en tandem. Tous les articles orange, à peu près la moitié du livre. Et puis il y a 2 autres équipes, les bleus et les verts, qui sont plutôt des journalistes pour les bleus, et les verts plutôt des spécialistes d'expérience utilisateur, et qui ont rédigé ça. Et puis la vision en question sur la sexualité, c'est cette équipe-là, constituée 100% de femmes, qui ont leur vision du futur de la sexualité, qui est peut-être pas la mienne, mais qui est quand même intéressante. Oui, qui est très virtuelle, voilà, quand même. Virtuel, donc peut-être, voilà, c'est peut-être ça aussi qui manque un petit peu dans certaines fiches. J'ai envie de dire, c'est qu'on est à chaque fois dans quelque chose qui est effectivement très virtuel, où le contact humain est là, mais il est là via le métaverse, via les avatars, via les hologrammes, et finalement il y a moins cette connexion directe de l'être humain. Enfin, les supermarchés par exemple sans caissier, qui existent déjà, Amazon Go, Amazon, voilà. Dans ce que vous expliquez, c'est vrai que on n'est plus dans de la science-fiction puisque ça existe maintenant, mais alors vous dites on a quand même laissé des robots humanoïdes pour ceux qui ont envie de dire bonjour à la caissière. Oui, alors moi j'ai vécu les 30 dernières années et j'ai vu une progression technologique
incroyable. Moi, quand j'étais jeune, j'avais rendez-vous avec une fille, j'avais pas de GPS, j'avais pas de smartphone, on regardait, on se dirigeait avec un plan de papier, on s'envoyait du courrier, ça mettait une semaine avant d'avoir la réponse, etc. Et j'ai vu les choses se virtualiser progressivement, jusqu'à se retrouver sur TikTok, Facebook, Snapchat, envoyer des messages, et des gens qui sont mes amis, je ne les ai jamais rencontrés physiquement. Et c'est pas mon cas unique, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont créé des relations avec des gens qui n'ont absolument jamais vu physiquement. Donc on va vers... C'est un mouvement inéluctable qui est dû à la complexité du monde, au fait qu'on a envie d'optimiser ces relations humaines et que pour les multiplier, il faut les dématérialiser. On ne peut pas rencontrer tout le monde. On vient d'un monde où on connaissait les voisins de son quartier, de ville ou de son village, dans un monde où on est en relation avec avec des gens à travers la planète, et ça a nécessité de nouveaux moyens techniques. Et malheureusement, c'est pas mon fait, c'est pas mon désir, mais on va aller de plus en plus vers ces nouvelles façons de communiquer. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant, notamment dans les premiers chapitres, comme vous l'avez dit, c'est que c'est très réel. En fait, on est vraiment basé sur la science, et on voit également, notamment dans tout ce qui est en fait économie d'énergie, dans toutes les nouvelles façons de faire du nucléaire aussi, par exemple, qu'en fait on a ces technologies et que ce qu'il faudrait, c'est un coup de pouce politique. C'est ça. En fait, il faut surtout continuer à financer la recherche. Effectivement, les centrales nucléaires que nous avons, elles datent un peu. Elles utilisent un mécanisme, pour faire simple, d'une réaction qui est dans une chambre de combustion dans laquelle il y a une eau sous pression. Et au moindre problème, on risque l'explosion et l'irradiation. Mais il y a d'autres techniques de nucléaire avec d'autres minerais qui sont moins radioactifs, qui sont beaucoup plus faciles à se procurer et qui ne nécessitent aucune mise sous pression. Donc c'est des réacteurs à sel fondu, c'est sel caloporteur au lieu de l'eau, sel fondu, et qui utilisent notamment le thorium pour créer une réaction nucléaire, etc. Et cette solution-là, elle a été expérimentée dans les années 60 aux États-Unis. Le réacteur a fonctionné, mais le monde entier a décidé d'aller vers une autre technologie parce qu'elle avait un avantage, c'est qu'elle permettait de produire des missiles nucléaires. Ouais. Et donc on avait à la fois de l'énergie et puis on produisait de quoi créer des bombes nucléaires. Cette solution-là du nucléaire, elle créait aucune bombe nucléaire, donc il fallait financer un truc qui servait que à faire de l'énergie. Et on a fait ce mauvais choix. Et ce mauvais choix, on parle d'énormes investissements de gouvernement. Revenir en arrière, c'est difficile. Pourtant, la solution existe. Je vous rassure tout de suite, un candidat au présidentiel américain a fait sa campagne sur l'investissement dans les centrales nucléaires à sel fondu au thorium. En Chine, il y a 2 projets en cours et on va y arriver. Et donc la solution est à notre portée. Parce qu'une fois que nous aurons l'énergie illimitée pas chère, nous aurons aussi l'eau illimitée pas chère, ce qui est aussi un énorme enjeu. Oui, parce qu'on peut désaliniser l'eau, mais ça nécessite énormément d'énergie. Et une fois qu'on a de l'eau, de quantité illimitée d'eau, on peut rendre des terres fertiles, des terres arables et lutter contre la faim dans le monde. Donc tout ceci est une chaîne et l'énergie est clé. Oui, c'est vraiment ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, quand on avance, en fait, il n'y a pas d'incohérence non plus dans le livre. Ce n'est pas un chapitre qui va parler d'une chose et puis l'autre ne reprend pas cette évolution non plus. C'est ça qui est assez... Il y a une uniformité d'une vision positiviste d'un monde dans lequel nous pouvons, avec la science, le progrès technique et l'ingéniosité de l'homme, résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ne baissons pas les bras. Stop à la collapsologie. Convainquons nos enfants d'aller faire des études scientifiques plutôt que banquiers ou travailler dans un syndicat, de faire recherche, de faire physique, de faire polytech. C'est ça dont nous avons besoin. On a besoin de solutions et de science et de progrès. Merci beaucoup, Brice Leblevenec. Je rappelle donc Vision d'un monde meilleur. C'est aux éditions Racine.